le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, joyeux lundi, première sortie de la page internationale au Grand Journal du 14h. Pour cette semaine, joyeuse semaine à tous et à toutes. Depuis la newsroom de la capitale, les grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, et Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. À Jacques Mel pour présenter le Grand Journal, Joël François et Smith Jean-Julien. Robans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM. À Jacques Mel, l'addiction l'Ukraine, les forces russes intensifient leurs attaques sur les fronts Est et Sud, mais l'armée ukrainienne résiste. Voici un reportage signé Euronews. L'offensive russe dans l'est de l'Ukraine continue de suivre le modèle habituel des opérations menées par Moscou, c'est-à-dire l'utilisation de petites unités pour mener des attaques dispersées le long de plusieurs axes, plutôt que de prendre le temps nécessaire pour se préparer à des opérations décisives. C'est en tout cas la conclusion de la dernière évaluation de l'Institut américain pour l'étude de la guerre. Le directeur des chemins de fer ukrainiens a lui déclaré que 5 gares ont été la cible ce lundi matin de tirs dans l'ouest et le centre de l'Ukraine, notamment dans les régions de Lviv et Vinnytsia. Dans l'est, des forces russes supplémentaires sont déployées pour renforcer l'offensive sur le front d'Izium, alors que les forces ukrainiennes ont réussi à repousser des attaques d'Izium vers Sloviansk et Kramatorsk au cours des dernières 24 heures. Les forces russes ont, elles, réalisé quelques avancées mineures autour de Severodonetsk. En raison des bombardements intensifs, presque toute la région de Louhansk est privée d'eau, selon Seri Haïdaï, chef de l'administration militaire régionale. 30 000 familles sont par ailleurs privées d'électricité. À Mariupol, le conseiller présidentiel ukrainien Mikhailo Podolyak a déclaré que les forces russes attaquaient continuellement la scierie d'Azovstal, encerclée dimanche lors de la Pâque orthodoxe. L'Institut pour l'étude de la guerre ajoute que le site a été bombardé par des tirs d'artillerie et des frappes aériennes. Les forces russes pourraient se préparer à de nouveaux assauts contre l'installation qui ferait probablement de nombreuses victimes. Selon le ministère de la Défense ukrainien, la Russie préparait un référendum dans la ville de Kherson, dans le sud du pays, afin de justifier son occupation. La ville est essentielle à l'objectif de la Russie d'établir un pont terrestre vers la Crimée et de dominer le sud de l'Ukraine. La Russie a déjà organisé un référendum illégitime sur l'adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie en 2014, afin de justifier rétrospectivement la prise de contrôle et l'annexion de la péninsule. Le secrétaire d'État Antony Blinken et le ministre de la Défense Lloyd Austin se sont rendus à Kiev dimanche, la première visite des dirigeants américains en Ukraine depuis le déclenchement des hostilités par la Russie, ont confirmé les responsables américains. Voici un reportage signé France 24. Au lendemain de leur rencontre à Kiev avec le président Volodymyr Zelensky, Antony Blinken et Lloyd Austin se sont montrés confiants. Le secrétaire d'État américain comme le chef du Pentagone ont indiqué que l'Ukraine pouvait gagner la guerre contre la Russie. Nous pensons que les Ukrainiens peuvent l'emporter s'ils ont les bons équipements et le bon soutien. La Russie a déjà échoué dans ses objectifs de guerre, parce que l'objectif principal que s'était fixé le président Poutine était de soumettre l'Ukraine en l'intégrant à la Russie, de lui retirer sa souveraineté et son indépendance. Cela ne s'est pas produit, et clairement, cela ne se produira pas. Aux côtés du président Zelensky, les deux responsables ont annoncé le retour progressif d'une présence diplomatique américaine en Ukraine et surtout d'une nouvelle aide militaire de 700 millions de dollars, dont 400 millions pour aider les pays d'Europe de l'Est qui fournissent des armes aux voisins ukrainiens. Les États-Unis ont dernièrement accéléré les livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine, des armes lourdes notamment, pour résister à l'offensive russe qui se poursuit dans tout le pays et qui se concentre surtout à l'est et au sud de l'Ukraine. À Mariupol, les forces russes continuent à bombarder le vaste complexe métallurgique d'Azovstal, où sont retranchés les derniers combattants ukrainiens, mais aussi près de 1000 civils pris au piège. Cela fait 1 mois et demi que nos enfants n'ont pas vu la lumière du soleil. Lundi, le ministère russe de la Défense a fait une énième annonce de cessez-le-feu dans la ville portuaire dévastée pour permettre les évacuations des combattants et des civils. Aucune des précédentes tentatives de couloir humanitaire à Mariupol
n'a jusque-là abouti. Direction la République démocratique du Congo, le M23 exclu des négociations à Nairobi. La présidence congolaise a exigé et obtenu la facilitation kenyane, l'expulsion immédiate du M23 à Makenga. Voici un reportage signé Africa News. Un grain de sable dans la machine des négociations entamées samedi à Nairobi au Kenya entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles. L'exclusion dimanche du M23. Une décision intervenue après la reprise des combats entre ce groupe rebelle et les forces loyalistes à l'est de la République démocratique du Congo, quelques heures seulement après le début de ces pourparlers. Kinshasa a donc exigé et obtenu l'exclusion des représentants du mouvement du 23 mars, alors que ces rebelles disent avoir déterré la hache de guerre après avoir été attaqués par les FARDC. Le M23 se protégera jusqu'au bout des attaques des FARDC, a notamment souligné le porte-parole de ce mouvement armé. Version balayée par les autorités congolaises. La rencontre de Nairobi se propose de trouver une issue diplomatique à la violence endémique dans l'est de la RDC. Le gouvernement congolais a prévenu, l'option militaire sera maintenue contre ceux qui iront à l'encontre de la carte du dialogue. Coup d'œil sur les élections présidentielles en France. En France, Emmanuel Macron a été réélu pour un second mandat. Quel enseignement tiré de ce deuxième tour de la présidentielle? Élément de réponse avec Stewart Shaw, directeur des études politiques et opinions de l'Institut Via Voice sur TV5 Monde. Directeur des études politiques et opinions chez Via Voice. L'un des grands enseignements, selon vous, c'est un pays plus polarisé que jamais? Oui, je pense qu'il y a plusieurs lectures qu'on peut faire de ces résultats. La première lecture, c'est celle des résultats en tant que tels, avec effectivement une poussée du Rassemblement national qui s'est imposée, qui s'est installée comme une force politique en France. Marine Le Pen, il faut le dire, elle gagne plus de 3 millions de voix entre 2017 et 2022, donc c'est quelque chose de non négligeable. Au contraire, Emmanuel Macron, même s'il est largement réélu, qui s'assoit sur un électorat qui est solide, lui perd un peu plus de 2 millions d'électeurs. Ça, c'est la première lecture. Et puis la deuxième lecture, c'est effectivement ce que vous avez dit, cette fracturation de l'opinion, de l'électorat français. Moi, je vois 3 fractures qui me semblent très importantes. La première, elle est territoriale, effectivement, et géographique, avec un quart nord-est français qui a massivement voté Marine Le Pen, et puis, je dirais, tout l'arc atlantique qui a voté massivement Emmanuel Macron. Pour ceux qui sont dans la métropole. Pour ceux qui sont dans la métropole. Et ensuite, effectivement, toujours dans les territoires, les communes rurales et les grandes villes avec des centres urbains, beaucoup plus Macron que Marine Le Pen. Et puis le deuxième chiffre, vous avez le dit, c'est évidemment les départements et territoires d'outre-mer, massivement sont reportés sur le vote Marine Le Pen. Et enfin, je dirais le troisième élément, sans parler de l'abstention dont on évoquera juste après, c'est le clivage générationnel avec des jeunes qui sont divisés entre deux blocs. 18-24 plutôt Emmanuel Macron, 25-34 plutôt Marine Le Pen, et surtout un bloc abstentionniste très très fort, et des seniors et des aînés qui ont massivement voté Emmanuel Macron. Donc vous voyez, il y a des polarités et des polarisations aujourd'hui dans l'opinion. Mais on a le sentiment que ce second tour s'est joué sur l'affrontement de deux rejets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vote de rejet a pesé au moins autant que le vote de conviction. Oui, c'est vrai. Je pense que les mesures que l'on a établies sur les jours de vote le montrent assez bien. Vous avez à peu près 50% des électeurs, autant Macron que Le Pen, qui disent avoir voté pour leur candidat par adhésion, autant que par exclusion, je dirais, par défaut, pour faire barrage à l'un ou à l'autre. Je pense. Laissons la France, direction l'Ukraine. Que dit la presse sur la guerre en Ukraine, spécialement l'industrie de l'armement? Bien que non co-belligérant dans le conflit russo-ukrainien, les États-Unis en tireront prend un net profit, une fois de plus. Le complexe militaro-industriel pousse la politique étrangère de la Maison-Blanche à créer des opportunités de vente internationale. Voici un dossier spécial signé la télévision chinoise CGTN News. C'est une chose évidente, mais conflits militaires et moralité font rarement bon ménage. Depuis toujours, certains profitent des guerres pour s'enrichir. Dans le cas de la crise ukrainienne, la liste des perdants est assez longue. Les Ukrainiens d'abord, qui devront reconstruire des villes entières une fois la paix signée.
Le peuple russe ensuite, qui bien que résilient et habitué à la vie dure, verra rapidement baisser son niveau de vie. Les Européens aussi, qui pâtissent de l'effet des sanctions prises contre la Russie et voient leur facture d'énergie exploser. Et enfin, certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient qui se préparent à d'éventuelles pénuries alimentaires, voire d'émeutes de la faim, privées des exportations de céréales ukrainiennes. L'identité du gagnant laisse peu de place au mystère. Ce sont bien sûr les États-Unis. Dans un article du Figaro Magazine du 15 avril, Jean-Louis Tremblay écrivait ceci. On le disait sénile, finalement, Joe Biden tire son épingle du jeu dans le conflit russo-ukrainien. Gaz de schiste, agriculture, vente d'armes, Washington rafle la mise sur tous les tableaux. La phrase est claire, sans intervenir directement sur le terrain, on peut presque dire que les Américains ont gagné la guerre et leur industrie militaire va s'en trouver renflouée. La crise ukrainienne a montré aux Européens que la guerre sur leur continent était toujours possible et qu'il fallait se réarmer pour se défendre. Le chancelier allemand Olaf Scholz a ainsi passé commande à la mi-mars de 35 avions furtifs F-35 au constructeur américain Lockheed Martin, ignorant superbement les fleurons de l'aviation militaire française comme Dassault et Airbus. Mais il semble que les grands industriels américains de l'armement se frottaient les mains avant même que le conflit n'éclate en Ukraine. Le magazine économique français Challenge dévoile qu'en janvier dernier, le PDG du géant de l'armement Raytheon Technologies, Gregory Reyes, aurait déclaré à ses investisseurs que la possibilité d'une guerre en Europe représente, je cite, des opportunités de vente internationale. Les tensions en Europe de l'Est, les tensions en mer de Chine méridionale, toutes ces choses exercent une pression sur certaines dépenses de défense là-bas. Je m'attends à ce que nous en tirions profit. Il a enfoncé le clou au mois de mars dans un entretien accordé au Harvard Business Review en disant qu'il ne s'excuserait pas de la manière dont il allait faire des profits. Tout ce qui est envoyé en Ukraine provient des stocks, a-t-il déclaré. Nous finirons par devoir les réapprovisionner et nous en tirerons un avantage certain pour l'entreprise. Pas immédiatement, mais plus tard en 2022 et au-delà. Un cynisme qui fait froid dans le dos. Depuis le début de la crise ukrainienne, les actions des deux plus grands fabricants d'armes américains, Lockheed Martin et Raytheon, qui construisent conjointement le fameux missile Javelin utilisé en masse par l'armée ukrainienne, ont bondi. Comme l'écrit Normand Lester du Journal de Montréal, le conflit en Ukraine crée un boom pour les fabricants d'armes. Elle garantit au complexe militaro-industriel mondial une rentabilité massive pour les années à venir, comme pendant la guerre froide. Et même lorsque le conflit sera terminé, le business des ventes d'armes sera encore juteux, puisque beaucoup de pays devront compléter leur stock de munitions. Et ces munitions, ce sont principalement les États-Unis qui les fabriquent. À eux seuls, ils représentent 37% du marché mondial des armes. Avec un budget militaire en augmentation de 30 milliards de dollars par rapport à 2021 et une prévision de 813 milliards de dollars de dépenses militaires pour 2023 déposées devant le Congrès, les intentions de Joe Biden sont sans équivoque. Gagner un maximum d'argent et conserver sa position de première puissance mondiale, celle à qui on vient mendier des armes pour se défendre. Il est bien vrai que le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour aujourd'hui. La production est signée Ed Prod. La réalisation Télé Beltor pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Pour présenter cette page internationale et Arlette Dorelache depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps sur Boston pour aujourd'hui, 52 degrés Fahrenheit, 11 degrés Celsius. À Jacques Mel, 83 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Ce soir, match basketball entre les Boston Celtics et les Brooklyn Nets. Match très attendu. Est-ce que Boston va swapper cette équipe de Nets? Je ne sais pas. Mais ce soir, le cœur de la ville de Boston sera surchauffé. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Split Jean-Julien. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Passez un excellent lundi accompagné de la radio. Une bonne semaine. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.